D'une part, on met des fantasmes dans la tête des gens, et c'est ce que dit Stephen Hawking, c'est quand la machine sera véritablement intelligente, nous serons dépassés. Oui, effectivement, sitôt que Dieu redescendra sur Terre, nous serons dépassés. Il n'empêche, c'est pas prévu demain. Ça pourrait se produire, mais pour le moment, rien ne le prédit et aucun élément scientifique ne l'accrédite. Le deuxième élément, c'est que derrière, il y a un putain de business. Il y a des dizaines de milliards de dollars ou d'euros selon la monnaie que vous préférez, et il y a des gens qui se battent avec tout ça. Et ça, c'est plutôt l'approche d'Elon Musk. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'entre les deux, entre le volet business et le fantasme, on a enlevé le volet politique. Et en fait, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui fait des statistiques et qui, avec ça, fait du travail, qui, avec ça, fait des choses, qui, avec ça, participe à l'économie, qui, avec ça, participe à une logique sociale de classe. Et que c'est vachement intéressant. Et qu'en fait, le fait que vous travaillez gratuitement à produire les données qui permettent de former, entre guillemets, qui servent de base d'apprentissage à ces intelligences, ça c'est intéressant. En fait, quand vous dites « cette image est un chat, cette image est un chien, cette image est une table », ça permet aux ordinateurs d'apprendre à reconnaître les images. Quand on vous demande de signifier que vous n'êtes pas un robot précisément, par exemple, sur le site internet en disant « je ne suis pas un robot, je dois reconnaître les panneaux d'indication, les panneaux publicitaires sur cette image-là ». Et donc ça, typiquement, c'est du travail que vous fournissez gratuitement à des entreprises qui apprennent, qui s'en servent pour fabriquer des intelligences artificielles, qui s'en servent pour fabriquer des programmes d'ordinateurs et donc des machines qui vont pas vous appartenir, qui seront leur propriété privée. Derrière, il y a des logiques sur qui domine, sur qui opprime. C'est toujours un grand duel dans l'informatique. L'informatique émancipe parce que ça permet de faire plus de choses et l'informatique opprime toujours. L'ordinateur sert toujours à créer un cadre normatif et donc un cadre oppressif. Il y a deux exemples que j'adore citer, c'est quand on a commencé à informatiser les hôpitaux, il y a plein de gens qui se disaient de manière très naïve, comme moi, c'est fabuleux, les dossiers des patients seront à jour, ils seront informatiques, on va arrêter de les perdre, il y aura plus de taches de café dessus, enfin, ce sera fabuleux. Et puis, j'ai entendu dans un congrès de psychiatres ce que disent les médecins. C'est « Ah, on sait enfin ce que font les infirmières, on va pouvoir les surveiller, on va pouvoir minuter la toilette des patients. » Le but, un des buts, vous voyez, il y a cette dualité. C'est ou bien émanciper, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de transporter des cartons de dossiers, etc., ou bien surveiller. L'autre exemple que j'adore citer, c'est le formulaire. Et pourtant, c'est bête, hein, on n'est pas dans l'intelligence artificielle. Vous créez un site web, les gens doivent s'inscrire, ils donnent monsieur, madame, nom, prénom. Eh ben, ça veut dire que dans le sélecteur où vous mettez monsieur, madame, vous forcez le choix. Il n'existe que monsieur et madame. Vous forcez les gens à avoir un prénom et un nom. C'est extrêmement occidental comme point de vue. Et vous voyez, tout ça, c'est une façon, en fait, la norme, quand elle existe en termes juridiques ou en termes humains, elle est négociable. Sitôt qu'elle est informatique, elle ne l'est plus. Laurence de Villers. Non, mais elle existe déjà dans la société, la norme. Faut pas non plus. Alors, moi, je rajoute parce que j'aime pas tellement moi, quand c'est binaire, hein, ni quand c'est ternaire. J'aime bien quand il y a plein de solutions. Bon, l'informatique, c'est une chose. L'intelligence artificielle va nous permettre, en tout cas, de voir les stéréotypes, de voir les discriminations qui existent dans la société, de voir pas mal de choses que l'on ne quantifie pas. On le sait maintenant, les femmes gagnent moins que les hommes. Il y a moins de données de tel type de population. Il y a des manipulations qui sont faites. L'informatique, la quantification nous permet de voir ça. Et peut-être d'utiliser mieux, en fait, l'agencement de nos données pour créer des modèles moins racistes, moins discriminants, moins sectaires. Deuxième point, il y a un axe, une vision qui est développée où on voudrait que l'Europe soit justement garante de valeurs. Et que ces systèmes qu'on essaie de mettre en œuvre soient pas pour nous enfermer, nous surveiller exclusivement, puisqu'on les fait, ces systèmes. On pourrait avoir un peu de liberté aussi pour essayer de pousser vers une IA collective, une IA solidaire, des choses qui seraient utiles dans la société. Au lieu de faire des machines, on pourrait des performances extraordinaires sur différents systèmes, on devrait se poser le problème de quelle est l'utilité pour nous. Comment on le met en œuvre, à quel moment on les met en œuvre, comment on les évalue, comment on va vérifier que ces machines sont effectivement éthiques quelque part. C'est-à-dire que les gens qui l'ont fait ont une certaine déontologie. Et aussi, il y a un autre aspect très important, c'est rendre les gens en capacité de comprendre ce que font ces machines. Et donc il y a un effort énorme qui sera fait aussi de formation.
de divulgation de ce que sont ces objets, d'utilisation, d'appropriation par l'expérimentation. On veut faire des laboratoires ouverts au public, aux citoyens. Là, on vous parle, mais bon, vous pouvez dire, elle dit n'importe quoi. D'accord. Si vous êtes à même de tester les systèmes, qu'on vous montre ce que font ces systèmes et qu'est-ce qu'il y a derrière, déjà à l'école, à la maternelle, même, on pourrait faire des petites choses très simples qui permettraient de mieux appréhender ces systèmes qui envahissent toute la société. Donc, il faut de toute façon monter en compétence dessus, et ça permettra aussi d'être plus dynamiquement sur les nouveaux travaux, les nouveaux métiers. Il y en aura énormément de nouveaux. Donc, on est en train de vivre un grand changement pour lequel je trouve que la vision qui a été donnée par le président de la République au Collège de France était extrêmement positive pour nous, pour la société, en parlant énormément d'éthique, tout en disant c'est grâce à ça qu'on aurait un levier économique fort par rapport à d'autres empires, l'Asie, les États-Unis, qui nous envient aussi. Vous avez des collègues, nous chercheurs américains, qui disaient vous avez de la chance en France qu'on essaie de penser au bien-être des gens et pas seulement au PIB, ce que disait Raja Chatila dans la table précédente. J'aimerais qu'on essaie de revenir ou de recentrer nos discussions autour du thème qui est le nôtre, à savoir de cette notion d'intelligence artificielle, de ce que signifie être intelligent pour une machine, et en même temps ce que vous venez d'aborder l'un et l'autre me semble recouper un point qui est intéressant, Jean Ponce, c'est celui du biais de programmation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on programme une machine en tant qu'être humain, est-ce qu'on ne transmet pas à cette machine, que ce soit par la main du programmateur ou quand on lui donne une base de données telle qu'Internet, finalement de reproduire des biais humains et donc du coup d'être faussé dans son fonctionnement, disons avec tous les guillemets qu'il faut, intellectuel. Je vais essayer de faire court. Prenez votre temps, on a encore un peu de place. Déjà, les trucs d'éthique, j'ai toujours un petit problème avec ça. Il faut se rendre compte à nouveau que les machines ne sont pas intelligentes. Donc le problème d'éthique ne se pose pas, à mon avis, au niveau de l'algorithme, du programme, il se pose au niveau du programmateur, de l'industriel, du décideur, du politique. Et là, évidemment, il y a des problèmes éthiques extrêmement importants, y compris au niveau des biais, etc. Mais c'est pas, à mon avis, au niveau de la machine, de l'algorithme. Deuxièmement, en ce qui concerne les biais, une grande partie de ce qui fait le succès de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle souvent l'apprentissage machine. Et donc l'idée fondamentale de l'apprentissage machine, c'est que, en tout cas de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est qu'on va vous donner des données, par exemple des images, et puis des labels, des étiquettes, par exemple chien, chat, pomme, etc. Et puis vous allez voir des tas d'images comme ça, des tas de labels, et puis vous allez avoir votre machine qui va être entraînée, ça veut dire qu'il va y avoir un programme qui va bouger des boutons pour modifier ces paramètres, de manière à pouvoir prédire au mieux les labels qu'on lui a montrés. Ensuite, une fois qu'on a entraîné la machine, on va donner à cette machine une nouvelle image, une nouvelle tâche, elle va prédire le label en question. Et le principe scientifique de l'apprentissage est que pour que ça marche, il faut que les données qu'on utilise au moment du test, du déploiement de la méthode, aient la même distribution que les données qu'elle a vues d'abord. Ça veut dire que par nature, les résultats qu'on va avoir sont toujours biaisés par les données qu'on a données en entrée. On peut pas, c'est pas de la magie. On peut pas demander à une machine d'inventer, ah tiens là c'est pas gentil, il y a du biais. C'est par nature, l'apprentissage ça marche comme ça. Alors après, c'est encore une fois ce niveau des politiques, des décideurs. Imaginons qu'un grand de l'Internet, il se rend compte, après avoir déployé un système, qu'effectivement les données sur lesquelles entraîner étaient biaisées. Il se rend compte que ça pose des problèmes éthiques, des problèmes moraux, etc. À ce moment-là, c'est à lui d'aller chercher des données qui vont permettre de corriger ce biais. Mais encore une fois, la machine elle-même, l'algorithme d'apprentissage, l'algorithme d'intelligence artificielle en général, n'est pas capable de le faire lui-même. Le mieux qu'il puisse faire, c'est résoudre le problème qu'on lui a donné. Benjamin Bayère, cette question du biais, elle est importante, notamment quand on parle du big data, notamment quand on parle d'une importante quantité de données que ces algorithmes vont aller chercher, vont analyser. Sur Internet, par exemple, on utilise souvent l'exemple du chatbot qui a été déployé par Microsoft, qui a été lancé sur Twitter, qui était donc un agent conversationnel qui était censé apprendre tout seul en discutant avec les utilisateurs de Twitter et qui s'est retrouvé, au bout d'à peine une petite heure ou de quelques minutes en tout cas, à tenir des propos racistes, néo-nazis, à essayer de rétablir l'héritage d'Hitler, enfin bref, un résultat catastrophique a poussé Microsoft à interrompre immédiatement l'expérience. Aujourd'hui, est-ce que le minage de ces données à une échelle pourtant qui devrait permettre d'invalider les biais, parce qu'il y a tellement de données qu'on peut se dire que statistiquement finalement il n'y a plus de biais, est-ce que finalement ce n'est pas une fausse route et qu'elle continue à avoir des biais dans la programmation? Bon, il a tenu presque 24 heures avant de devenir vraiment complètement timbré, le robot de Microsoft. Mais en fait, la question est super perverse. Merci. Mais non, mais c'est pas.
J'en ai d'autres, méfiez-vous. C'est pas de vous que ça vient. En fait, c'est ce que disait Jean Ponce à l'instant. La machine aura autant de biais et aussi puissants que dans les données qu'on lui a présentées pour apprendre. C'est aussi simple que ça. Si on prend des données biaisées,